Bonjour à tous, bienvenue dans le studio 1 de RFI car c'est un grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, que je m'apprête à recevoir en compagnie de ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Chef du pôle économie de Jeune Afrique, un invité rompu aux négociations les plus sensibles, des transactions stratégiques et forcément très complexes. Un avocat d'affaires à la pointe des dossiers économiques les plus chauds sur le continent, à commencer par les projets miniers. Bonjour Baba Adithiam. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. Merci de me recevoir. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour nous révéler peut-être quelques coulisses de votre métier et de ces dossiers. D'abord, un résumé de votre parcours avec Aurélie. Alors, il parle d'une voix calme, presque professorale, mais le dossier qu'il porte est tout sauf paisible. Simandou, la veine de fer géante qui doit reconfigurer l'économie guinéenne et une partie de la carte minière mondiale. Baba Adithiam, avocat au barreau de Guinée et de Paris, vous êtes devenu l'un des visages du deal-making ouest-africain. Vous naviguez entre Conakry, Abidjan et Pékin, au cœur d'un montage industriel et financier où chaque virgule compte. À l'antenne de RFI et de Jeune Afrique, c'est l'architecte juridique autant que le stratège que nous recevons. Votre trajectoire, en tout cas, dit beaucoup de la nouvelle génération de praticiens africains. Vous avez à peine 40 ans, vous êtes formé au sein des cabinets français Gide Loiret-Nouel, puis américain Deschert à Paris, après plusieurs diplômes des masters à Bordeaux, à Paris et aux États-Unis d'ailleurs. Vous êtes passé par Harvard, je crois. Quel souvenir vous gardez de cette époque? Ça a été un moment important de votre vie professionnelle et même personnelle? Oui, effectivement. J'ai été diplômé d'Harvard l'année dernière. Harvard, c'est d'abord un rêve d'enfant. Quand j'étais plus jeune, j'avais 3 rêves au niveau académique. Le premier, c'était devenir premier du pays au bac, ce que j'ai fait. Le deuxième, c'est être diplômé de la Sorbonne, qui représentait pour moi l'excellence académique en milieu francophone, ce que j'ai fait aussi. Et donc, j'avais ce dernier rêve qui était d'être diplômé de Harvard et j'ai pu l'accomplir l'année passée et c'était vraiment une des grandes étapes de ma vie. Dans un contexte particulier pour les États-Unis et puis aussi pour les universités américaines. Il y a des questions de financement et de visa qui sont au cœur de l'actualité. Exactement. Et d'ailleurs, la promotion de cette année a toujours des difficultés justement à se rendre aux États-Unis. J'ai eu de la chance à ce moment-là d'arriver juste avant. Donc, j'ai pu bénéficier d'une facilité d'accès au visa. Mais effectivement, cette problématique avec Trump, avec quelque part la fermeture des frontières, est une problématique très actuelle pour la promotion actuelle. Des contacts, en tout cas, pour la vie, Baba Adithiam. Alors, vous fondez en 2017 Thiam et Associés à Conakry, avec une double culture internationale dans l'exigence, locale dans l'exécution, avec un ancrage aussi dans les dossiers que l'on peut qualifier de durs, les financements de projets, les mines, les infrastructures, en fait, l'ADN des économies en transformation. Vous travaillez ainsi pour la Banque mondiale, Société Générale ou encore Car Powership, le fournisseur turc d'énergie. Et c'est avec Simandou que votre nom franchit vraiment les frontières du milieu. Thiam et Associés conseille aux côtés d'équipes internationales le groupe chinois Baowu sur l'investissement dans les blocs 1 et 2 et la gouvernance des infrastructures du rail transguinéen, les terminaux portuaires, la logistique multi-usage. Derrière les communiqués, il y a des contrats d'équilibre, des clauses de stabilisation et l'idée obsédante que la souveraineté et la bancabilité doivent pouvoir cohabiter. Est-ce que vous vous imaginiez, en vous lançant dans ce dossier, une telle complexité, avec autant d'acteurs? Là, finalement, votre travail, il dépasse celui du droit des affaires classique. On est aussi à la lisière de la politique, de la diplomatie, de bien d'autres choses encore, et de l'économie, évidemment. Effectivement, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis retourné à Harvard, parce que je me rendais de plus en plus compte qu'effectivement, on vient nous voir pour le droit, tout d'abord, mais aussi j'avais un rôle, et j'ai un rôle qui devient de plus en plus stratégique aux côtés des clients,
preuve en est que je suis nommé au conseil d'administration de plusieurs sociétés très importantes dans le secteur minier et économique, et aussi que je suis consulté sur des réformes qui touchent le monde économique en Guinée. Donc c'est très important et je pense que c'est aussi un conseil que je peux donner aux plus jeunes, de rapidement s'ouvrir au monde et aussi d'acquérir un champ de compétences qui est beaucoup plus large. Beaucoup plus large que son domaine d'origine. Vos expériences aux États-Unis et en Europe, elles vous sont utiles aujourd'hui sur le continent africain? Dans quelle mesure? Oui, effectivement. D'abord, il faut se rappeler que moi, je suis rentré sur la base d'une évidence. Quand nous étions au lycée avec mes amis, l'objectif, c'était d'aller se former et immédiatement revenir. Donc, dès le lycée, nous, on se faisait déjà des projections sur quelle serait notre vie à l'avenir. Alors, moi, j'ai retardé mon retour de quelques années parce que quand j'étais en Master 2, j'ai eu la chance de faire un stage dans un cabinet anglo-saxon. Et j'ai découvert une véritable machine de guerre. Rigueur, précision, clarté. Et je me suis dit que je vais acquérir des années d'expérience avant de rentrer. Vous tentez récemment l'ouverture d'un bureau à Abidjan pour mailler l'espace de l'UMOA et se rapprocher des places financières régionales. Vous êtes d'ailleurs régulièrement distingué dans les médias spécialisés. En 2024, Africa Business Plus vous place Baba Dithiam 4e de sa 100 Legal Power List 2024, puis à nouveau en 2025. On peut lire sur vous également le portrait d'un avocat bibarreau décidé à rapatrier de la valeur en Afrique. Et d'ailleurs, vous incarnez la montée en gamme des cabinets africains. Entre deals miniers, énergie, banque et contentieux stratégiques, il y a chez vous cette conviction que la guerre entre cabinets internationaux et africains est terminée. L'heure est au partage de la chaîne de valeur, à l'alliance des compétences et au résultat. Vous qui prenez aisément la parole et la plume, on peut vous situer sur la ligne de crête entre pouvoir et affaires, sur la pédagogie des contrats et la clarté des engagements publics, que Simandou, symbole parmi d'autres, deviendra une infrastructure d'opportunité et non un mirage de plus. Portrait d'un avocat pour qui la technique est un sport de contact et la souveraineté un résultat à livrer. Le sport, l'une de vos autres passions, Baba Adithiam. On en dira peut-être quelques mots en fin d'émission, après avoir donc fait le tour des grands dossiers qui vous occupent, vous qui encouragez aussi vos compatriotes guinéens dans leur désir d'entrepreneuriat. On en parlera aussi plus tard. D'abord donc le méga dossier Simandou, l'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde, encore non exploité, mais ça ne saurait tarder. On parle d'un investissement de 20 milliards de dollars, une production de 120 millions de tonnes chaque année, près de 2,4 milliards de tonnes en réserve. Est-ce que vous confirmez l'imminence de l'exploitation avec une cérémonie d'inauguration là, qui arrive très rapidement ? Effectivement, je pense que toutes les communications ont été claires que le projet Simandou, les travaux de construction devraient être terminés au plus tard au 31 décembre 2025. Le délai d'exécution avance bien et normalement, la cérémonie d'ouverture devrait avoir lieu en novembre prochain. Je ne peux pas préempter la date exacte officielle de cérémonie. Je pense que les autorités guinéennes et les partenaires industriels feront une communication officielle à ce niveau-là. Mais ce projet qui, pendant tout ce temps, était une sorte de légende et qui a agité tant d'espoir, normalement viendra être concrétisé dans les tout prochains mois. Justement, qu'est-ce que cette cérémonie attendue, puis cette fin des travaux préparatoires va changer dans le calendrier industriel? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier pour le rail, le port, et même pour les premières tonnes de minerais, grammes de minerais extraits? Donc, tout d'abord, vous allez m'excuser parce que, effectivement, par la nature de mon métier, il y aura des éléments que je ne pourrai pas partager. Mais ceci étant dit, Simandou, c'est un projet exceptionnel, tout simplement exceptionnel à plusieurs égards.
c'est d'abord un projet minier exceptionnel, comme vous le disiez, des milliards de tonnes de réserves, d'une teneur remarquable, bien au-dessus de la moyenne mondiale, 65%, plus de 65%, d'où le surnom de caviar du fer. Donc Simandou est divisé en 4 blocs. Donc vous avez les blocs 1 et 2 qui sont détenus par Winning Consortium Simandou, qui est une joint venture entre l'entité singapourienne WCS et le géant chinois de l'acier, Baowu. Et de l'autre côté, vous avez les blocs 3 et 4 qui sont détenus par Simfer, qui est une joint venture entre le géant anglo-saxon des mines, Rio Tinto, et un consortium conduit par le géant chinois de l'aluminium, Chinalco. Après, Simandou, c'est aussi un projet minier intégré exceptionnel. C'est-à-dire qu'en sus de la mine, il inclut des infrastructures colossales. Donc, comme vous le disiez, un chemin de fer de plus de 650 km, donc qui relie les zones minières au port, donc qui traverse les 4 régions naturelles de la Guinée forestière à la Basse-Guinée. Et en plus, ces infrastructures sont mutualisées dans le sens où les 2 projets miniers dont je parlais vont partager les infrastructures. Donc vous avez aussi le port qui est capable d'avoir une capacité de 120 millions de tonnes. Et je discutais avec un protagoniste du projet qui m'indiquait qu'il a visité des ports dans plus d'une 50aine de pays et il a rarement vu un port d'une telle magnitude et d'une telle capacité. Mais ça veut dire qu'il a fallu faire avancer tous ces chantiers en simultané pour que là, à la fin de l'année, tout soit prêt à fonctionner. Oui, il y a eu un délai, comme je le disais tout à l'heure, au 31 décembre 2025. Et l'État, pendant toute la période de négociation, a été déterminé à ce que le projet soit mené à bien dans des délais rapides. Donc c'est ce qui a aussi permis la mutualisation. Donc le fait que désormais, parce qu'avant, chacun des projets miniers avait son rail, avait son port. Donc c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé en termes de gouvernance. On est passé d'un serpent de mer à finalement un projet qui est signé. C'est justement cette réunion des projets. L'une des plus grandes innovations de ce projet et l'un des éléments qui a permis la réalisation de ce projet. Donc effectivement, la République de Guinée a habilement pu déterminer que 2 projets d'infrastructure côte à côte, ce n'est pas le plus rentable, qu'il fallait mutualiser les risques, qu'il fallait associer les entreprises chinoises qui sont majoritaires et sans lesquelles ce projet ne pouvait pas se faire, à la JV Simfer qui est majoritairement détenue par Rio Tinto, donc qui est un géant anglo-saxon. Donc, en mettant cette mutualisation sur la table, donc ils ont mutualisé aussi le risque, ils ont mutualisé le coût. On va insister sur ces questions-là dans quelques minutes. Oui. Celui qui a accéléré ce projet, c'est à coup sûr le président guinéen, Mamadi Doumbouya, qui est au cœur de l'actualité en ce moment avec un projet de réforme de la Constitution très controversé. Ce régime qui s'appuie très ouvertement sur ce projet Simandou, un accélérateur économique, un enjeu considérable pour le pays, à la fois sur le plan économique et politique. Vous diriez qu'il y a là un enjeu d'unité nationale au-delà de l'aspect industriel? Moi, je dirais qu'il y a un enjeu déjà de décollage de l'activité économique. Pendant tout ce temps, on a considéré que l'activité minière ne rend pas riche un pays. Et donc, toute la problématique du régime actuel, c'est se baser sur ce projet minier pour qu'il puisse servir de catalyseur pour développer les autres secteurs. Et je pense que c'est ce qui est le point le plus important, parce que pendant tout ce temps, la problématique des retombées réelles des projets miniers s'est posée.
On voit nos ressources sortir, on voit, comment dirais-je, les sociétés minières qui s'enrichissent, mais les territoires guinéens, africains n'en bénéficient pas, en tout cas autant qu'on le souhaiterait. Ce qu'on appelle toujours cette malédiction des matières premières qui vaut pour un certain nombre de pays encore aujourd'hui. Exactement. Donc la Guinée va réussir ce que les autres n'ont pas réussi avant? Je ne sais pas s'ils vont réussir. Vous disiez tout à l'heure que je suis un fan de sport. Moi, pour moi, Simandou, c'est une équipe qui se trouve en demi-finale de Coupe du Monde, score de 0-0 et qui bénéficie d'un penalty dans les arrêts de jeu. Alors, ça veut dire que cette équipe a les plus grandes chances de gagner. Mais ce n'est pas 100% certain. Ça dépend de comment on va tirer le penalty. Donc, ça dépend de comment on gère le penalty et ça dépend aussi de comment on gère le reste des arrêts de jeu. Donc, aujourd'hui, Simandou représente une opportunité extraordinaire de décollage et je pense que les autorités ont beaucoup travaillé pour que ce projet serve de catalyseur pour développer d'autres projets et diversifier l'économie en tirant les leçons du passé. Mais tout dépendra, pour répondre à votre question, au suivi rigoureux du projet, à l'exécution rigoureuse, parce que les pays africains, pendant tout ce temps, on a été très forts pour concevoir des plans, mais c'est l'exécution qui pêche. Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Alors justement, sous réserve de votre profession, évidemment, vous l'avez expliqué tout à l'heure, concrètement, quelles sont les garanties que l'État guinéen a pu obtenir, quels sont les garde-fous pour la population, pour éviter effectivement que la Guinée ne bénéficie pas de ce projet. Si vous leviez un tout petit peu le voile sur la boîte noire du projet Simandou, comment vous qualifieriez la sécurisation en fait, sur la durée de ce projet pour la Guinée? Donc, tout d'abord, il faut distinguer deux choses. C'est le projet Simandou et le programme Simandou. Donc, le projet Simandou, c'est celui dont je parlais avec les mines, avec les infrastructures, mais aussi l'acierie, qu'il ne faut pas oublier parce que nous sommes dans la période de souverainisme des ressources. Et il y a une acierie qui est prévue pour transformer localement le minerai de fer. Maintenant, dans le cadre du projet Simandou, il y a... 2040, donc, non, ça c'est long terme. Le projet d'abord. Le plus immédiat. Donc, il y a de nombreuses retombées, comme vous dites, que l'État a pu négocier. Donc, tout d'abord, l'État va avoir des dividendes. Ils ont négocié les 15% dans la CTG, la compagnie du Transguinéen, qui va gérer les infrastructures mutualisées, en plus des 15% dans la mine. Donc, ce qui veut dire que si plus le projet sera rentable, plus l'État guinéen va avoir des revenus. Donc, il y a ça, il y a les taxes et les redevances minières et tout autre type de droit comme le droit de commercialisation, le droit d'entrée. Mais le plus important, c'est qu'en sus de ces revenus financiers, c'est ce qu'on appelle en langage économique les externalités de ce projet-là. Le contenu local, c'est-à-dire donner plus d'emplois aux Guinéens, donner plus de contrats aux entreprises guinéennes, le transfert de compétences. Désenclaver les zones. Dès 2026, là, Il y a un plan de contenu local qui a été négocié dans le cadre du projet. Ce n'est pas dès 2026, c'est déjà en vigueur. 2025. Donc, c'est déjà pendant la phase de construction, ce plan de contenu local est déroulé. Donc, sur ces trois aspects. Il y a quoi comme pourcentage qui doit être c'est des pourcentages évolutifs, c'est-à-dire que ça dépend de la phase de construction, la phase d'exploitation. C'est généralement des durées de 2 à 5 ans. Mais sur le contenu local, qui est un sujet qui me tient très à cœur et sur lequel je ne suis pas nécessairement d'accord sur la façon dont les États africains gèrent le contenu local, parce que c'est souvent dans une perspective de minima. Vous posiez la question des pourcentages, alors que pour moi, ça devrait être perçu comme dans une logique de montée en gamme.
C'est-à-dire que, pour moi, on ne réussit pas le contenu local parce qu'on a réussi à avoir ce pourcentage de 30%. On réussit le contenu local parce que dans 10 ans, 15 ans, quand il y aura d'autres projets, même d'une magnitude moindre que Simandou, que les entreprises guinéennes puissent être capables de réaliser ce que les entreprises chinoises ou occidentales sont en train de faire aujourd'hui. Mais des fois, il faut forcer pour qu'il y ait un minimum. Sinon, il faut effectivement le forcer. Parce que vous savez, le contenu local, ça vient des pays anglo-saxons. Australie, Angleterre. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ces pays-là? Ça n'est jamais que la traduction de local content. Et d'ailleurs, même pour aller plus loin, je ne suis même pas d'accord avec le non-contenu local. Parce que je trouve que le terme est réducteur. Contenu local, c'est comme si on force quelqu'un à faire des minima, alors que pour moi, ça doit être pensé en termes de politique, vraiment de monter en gamme des compétences locales. Et plus on dure, à mon avis, plus on dure dans le contenu local, plus on a échoué dans sa politique de contenu local. Alors, sur la finalité du projet Simandou, je voudrais que l'on écoute quelques secondes Ismaël Nabé, qui est le ministre du Plan et de la Coopération de Guinée. Il était notre grand invité de l'économie il y a un peu moins d'un an. La Guinée veut utiliser Simandou pour transformer notre économie, notre vie, comme l'a fait le Golfe pour transformer, comme Dubaï. L'Arabie Saoudite a utilisé le pétrole pour transformer. C'est-à-dire qu'il faut transformer localement? Exactement. J'en viens sur ça, pour transformer localement. L'objectif principal, pourquoi Bao? Bao, c'est l'acierie. L'objectif que la Bao est venu, même Rio Tinto a encouragé la rentrée de Bao, parce que même si vous prenez des minéraux, on va vendre ça à Bao. Bao vient dans l'écosystème, on va transformer. Il y a une usine de métallurgie qui va être mise en place pour faire la transformation. La transformation locale, Baba Aditiam, vous y croyez autant que le ministre du Plan guinéen? J'y crois fermement. Tout d'abord, tel que je l'expliquais tout à l'heure, dans le projet Mini et Simandou, il y a une acierie qui est prévue pour la transformation locale avec une étude de faisabilité dans les 2 ans. Mais aussi, foncièrement, je pense que les États africains sont arrivés à la conclusion que pendant toutes ces décennies d'exploitation de nos ressources, c'est davantage les investisseurs privés et étrangers qui ont pu en bénéficier. Donc, comment on change ce narratif-là? Parce que la Guinée est considérée comme un pays extrêmement riche en ressources naturelles, scandale géographique, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais depuis tout ce temps, on n'a pas pu capitaliser sur les mines pour développer. Et un des moyens pour changer ce narratif et devenir désormais tout simplement un pays riche, c'est la transformation locale, c'est-à-dire créer cette valeur ajoutée sur place pour avoir plus d'emplois, pour réduire davantage la pauvreté et au final, pour améliorer la vie de nos concitoyens. Aurélie. Vous le disiez, donc il y a une multiplicité d'acteurs et puis surtout il y a 2 poids lourds entre une méga multinationale australienne, Rio Tinto, une énorme entreprise chinoise avec ses codes, sa culture, et puis de l'autre côté, il y a aussi les attentes de l'État guinéen. Comment on fait pour arbitrer très concrètement entre la souveraineté et l'attractivité? Comment on peut attirer davantage d'investisseurs face à des partenaires qui ont une culture complètement différente? Dans le contexte géopolitique du moment aussi. Je pense que ceux qui se posent la question devraient prendre exemple sur le cas Simandou. Donc, comme vous le dites, où l'État guinéen a pu rassembler ensemble. Parce que vous savez, le projet Simandou, pourquoi il n'a pas pu se faire depuis tout ce temps? Pour moi, il y a 3 principales raisons. 1, les litiges sur les titres miniers, 2, les soupçons de corruption pendant toute cette histoire, et 3, l'ampleur des investissements. Et qu'est-ce que l'État guinéen a pu faire pour pouvoir surmonter ça? Donc déjà, vous avez le contexte géopolitique qui était favorable avec le refroidissement des relations entre la Chine et l'Australie et la volonté de la Chine de diversifier ses approvisionnements. Mais là où l'État guinéen a été extrêmement habile, c'est en mettant sur la table la question du co-développement. Donc, en réunissant ensemble
ces investisseurs chinois, ces investisseurs européens, occidentaux, chacun apporte sa plus-value. Par exemple, les Chinois sont connus pour être très pragmatiques, très réactifs. Les Occidentaux pour mettre un focus sur tout ce qui est question de gouvernance, tout ce qui est question de conformité. Donc l'État guinéen a pu les réunir et pouvoir négocier dans des délais très serrés la réalisation de ce projet, et comme vous le dites, qui va rentrer en exploitation. Et je pense que peut-être dans l'avenir du secteur minier sur le continent, que le co-développement peut être une option pour développer notamment les projets qui nécessitent des investissements très lourds. Alors derrière ça, il y a évidemment la question des codes miniers et des réformes des codes miniers. Ça ne concerne pas que la Guinée, on a aussi d'autres pays de la région comme le Mali, le Burkina Faso ou encore un peu plus loin le Cameroun. Comment est-ce qu'on adapte la législation pour que, tout simplement, l'impôt puisse capter aussi la fiscalité de tel ou tel pays, puisse capter les revenus de cette exploitation des mines? En fait, de tout temps, ou en tout cas sur ces dernières décennies, il y a eu des réformes des codes miniers. Nous, on l'a fait en 2011, en 2013. La différence avec la tendance actuelle, c'est la question notamment de la rétroactivité, c'est-à-dire à partir de quel moment le code minier s'applique. Est-ce qu'il va remettre en cause ou pas le droit actuel ou les contrats passés? Et c'est là où il faut faire, à mon avis, très attention. Déjà, premièrement, parce que pour moi, c'est une logique d'abord économique. Okay? Les retombées n'ont pas servi suffisamment le continent. Et tout le monde en a besoin aujourd'hui. Voilà. Et qu'il y a des moyens pour y arriver. Notamment, comment dirais-je, mieux négocier ces contrats. Lire aussi les contrats miniers. Moi, j'ai toujours été étonné dans le cadre de mon activité de me rendre compte à quel point certaines fois nos États ne sont pas au courant de ce qui a été signé. Donc, vraiment? Oui, ça arrive à plusieurs reprises. Il n'y a pas un suivi rigoureux. Comme je le disais tout à l'heure, on est très fort pour faire des plans, mais moins fort dans l'exécution. Et étonnamment, moi, j'ai rencontré de nombreux contrats miniers qui sont très bien négociés, avec des retombées qui sont prévues pour le pays à différentes magnitudes. Mais dans les faits? Mais dans les faits, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une exécution rigoureuse de la situation. Même chose aujourd'hui aussi on se lance dans ces réformes-là. Mais par exemple, les accords internationaux d'investissement qui ont été conclus il y a très longtemps et qui couvrent des protections extensives pour les investisseurs et peu de droits pour l'État. C'est aussi le moyen peut-être aujourd'hui qui a le temps de renégocier tout ça, parce que tout ça, à défaut, ouvre la voie à une multiplication des litiges. Pour rebondir aussi, c'est aussi lié au contexte politique qui est mouvant dans plusieurs pays. Le fait qu'on ne puisse pas suivre ou qu'on ne suive pas forcément toutes les conventions qui ont été signées. Quelle est selon vous la sécurité contractuelle pour des engagements d'une durée de 20-30 ans, comme on parle des contrats miniers? En disant ça, on pense aussi au Sénégal, on ne pense pas qu'à la Guinée, avec l'arrivée au pouvoir du duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, qui ont largement balayé d'anciennes conventions, des projets conclus, d'infrastructures conclus sous Macky Sall, pour les réviser, voire les annuler, tout bonnement et simplement. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette sécurité? Comment on la qualifie? Vous savez, la sécurité contractuelle est le premier élément quasiment auquel fait référence les investisseurs quand ils arrivent. La première question qu'ils posent, c'est est-ce qu'il y a eu révision de contrat contre le gré de l'investisseur? Est-ce qu'il y a eu nationalisation? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles règles qui s'appliquent rétroactivement? Donc il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, l'Afrique détient un tiers des réserves minérales mondiales.
Donc, il faut trouver des solutions, à mon avis, de court, de moyen ou de long terme. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas faire peur les investisseurs. Et les marchés et les investissements, ils tolèrent la fermeté, donc c'est-à-dire exécuter ce que vous avez signé. Et il y a toujours des façons de renégocier les choses. Il peut y avoir des nouvelles lois. Souvent, pour être honnête avec vous, certains investisseurs ne respectent pas toutes les clauses, donc ça peut ouvrir la voie à une renégociation. Et dans ce cas-là, l'État doit être ferme pour pouvoir faire des ajustements ciblés, encore une fois, dans une logique de développement économique, dans une logique que les mines profitent plus aux États africains et à leur population, mais il faut faire attention à ne pas faire de rupture rétroactive. Et ça, c'est un message que vous envoyez à des investisseurs quand vous avez des contacts avec eux. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Il y a toujours possibilité de faire évoluer un contrat. Et c'est le cas d'ailleurs aussi du côté des États. Oui, c'est un message, mais il faut faire attention au message parce qu'il faut l'utiliser avec précaution. Parce que l'investisseur, vous savez, il y a des éléments qui attirent, qui concourent favorablement à l'attractivité. Je dirais que le premier de ces éléments, c'est la prévisibilité. Et si vous dites à un investisseur que le contrat sera négocié plusieurs fois, ça devient compliqué. Mais aujourd'hui, comme la question se pose de comment on fait pour que les mines développent davantage nos pays, comment on fait pour gérer cette manne financière, comment on fait pour que les attentes très élevées de nos populations soient autant comprises que gérées, je trouve qu'il peut y avoir une voie à négociation. Par exemple, Simandou. Les accords passés sont restés. On a négocié de nouvelles conventions pour réajuster, pour faire que ça soit cohérent parce que les deux projets venaient ensemble. Et l'État a été très ferme sur ses positions. Donc, en fait, c'est possible de montrer son attachement au souverainisme économique sans pour autant compromettre la réputation du pays en tant que destination d'affaires ouverte sur le monde. Et je pense que la Guinée l'a fait et c'est très important parce qu'en maintenant ça, on a une logique court, moyen et long terme au bénéfice des populations. Un équilibre à trouver. Aurélie ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le modèle du Simandou il soit duplicable ailleurs, qu'on puisse l'exporter dans la sous-région, par exemple, ou qui est riche en ressources à exploiter? Qu'est-ce qu'il faudrait comme condition préalable? Est-ce qu'il y a un sujet de cadastre qui ne sont pas toujours à jour, de fiscalité à harmoniser ou de gouvernance tout simplement dans les axes et les corridors? Qu'est-ce que vous pensez de ce point-là? Comment on ferait? Bon, déjà, je pense qu'il y a... Et tout cela aussi dans un contexte régional où il y a beaucoup de choses qui ont changé récemment dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, dans les États du Sahel. Ouais. Je pense qu'il faut un contexte favorable déjà et pour pouvoir tirer profit de ce contexte-là. L'État guinéen l'a fait par le passé lorsqu'il s'agissait de la bauxite, parce qu'à la base, le principal marché de bauxite, c'était l'Indonésie. Et la Guinée a bénéficié du fait que l'Indonésie, à un moment donné, a interdit les exportations. Et dans le cas présent de Simandou, il y avait le refroidissement des relations entre la Chine et l'Australie et cette volonté de diversification. Donc l'État guinéen a su très intelligemment tirer profit de cette conjoncture internationale. Mais aussi, à mon avis, il faut avoir des objectifs clairs. Des objectifs clairs quand on vient à la table de négociation. Pendant longtemps, les États africains ont voulu venir à la table de négociation, mais être défendus ou protégés par la partie en face. Un État, quand il vient investir, ou un investisseur, ce qu'il importe, c'est son investissement. Donc, dans le cas Simandou, par exemple, les attentes, les objectifs de l'État étaient clairs, que ce soit en termes de contenu local, que ce soit en termes de mutualisation, parce que
l'un des éléments qui a longtemps retardé ce projet-là, c'est l'ampleur des investissements sur la CTG. Donc l'État a dit que ce n'est pas négociable. Donc on ne passera pas par le Libéria ou la Côte d'Ivoire. Il faut ce train-là et puis mutualiser le train. Quand vous venez à la table de négociation avec des objectifs clairs qui servent une logique socio-économique et pas une logique politique, à mon avis, c'est beaucoup plus facile de réussir sa négociation. Baba Aditiam est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Avant d'évoquer des questions spécifiques à votre métier d'avocat sur le continent, parlons quelques instants de vos engagements personnels. Oui, des engagements pour l'éducation en Guinée, le financement de salles de classe, d'ordinateurs pour les écoles, une assistance juridique pour des victimes de violences, du mentorat aussi pour les étudiants en droit. C'est pas commun pour un avocat d'affaires. Non, c'est un engagement fort. Depuis tout petit, notamment, mon papa m'a inculqué cette idée que la vraie richesse, c'est les hommes et que tant qu'on peut, il faut aider. Donc, à chaque étape de mon développement personnel, j'ai tenu à cœur de rendre ma part à la société. Et notamment, nous sommes très investis dans l'éducation parce que je pense que le développement d'une nation passe nécessairement par l'éducation et puis le capital humain. On n'en a pas parlé suffisamment dans le cadre programme Simandou 2040 parce que c'est le deuxième pilier de ce programme-là, effectivement, notant le côté capital de ce développement. Mais à chaque fois que je peux, c'est un engagement que j'essaye de tenir le maximum possible. Et puis après l'école, après l'université, il y a l'entreprise, l'entrepreneuriat. Vous motivez vos compatriotes pour développer votre pays, la Guinée. On va prendre un exemple, celui d'Agibouli, qui est en duplex avec nous. Bonjour Agibouli. Bonjour à tous. Alors vous avez mené des études également aux États-Unis et puis vous avez fait votre retour en Guinée pour fonder le groupe IBS, l'intégration de solutions industrielles dans toute l'Afrique de l'Ouest. Je crois que vous travaillez d'ailleurs pour le projet Simandou, directement ou indirectement? Effectivement, nous travaillons sur le projet Simandou depuis 3 ans, sur la phase construction, qui nous a permis de jouer un rôle en front-line, comme on dit, pour participer à ce projet extrêmement historique pour notre nation et pour tous les Guinéens. Comment s'est passé votre retour en Guinée? Je crois que c'était dans les années 2010, c'est ça? Il y a 10 ou 15 ans? Effectivement, donc moi je suis rentré en 2000 en Guinée et dans le cadre d'installation satellitaire pour les sociétés minières, qui m'a permis de découvrir plusieurs pays africains, une vingtaine, et nous avons rapidement vu qu'il y avait un sérieux problème, que toute la chaîne de valeur était importée. Il n'y avait pas beaucoup d'interventions locales sur les sujets à haute valeur ajoutée. Et c'est de là que nous avons vraiment décidé de changer cette donne-là et de lancer la société IBS Group, qui aujourd'hui évolue depuis 15 ans dans la chaîne de valeur des mines. Est-ce que ça a été facile de développer une entreprise sur le sol guinéen quand on vient d'un autre pays, quand on vient de loin? Quelles ont été vos difficultés? Il n'est jamais facile de développer une entreprise, je pense, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais effectivement, en Afrique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un manque d'infrastructures, il y a eu historiquement des instabilités sanitaires, politiques, des crises. Mais nous avons toujours pu se mettre dans un mindset de développement, ce qui nous a permis très rapidement, par des partenariats, de développer nos activités. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore plus facile aujourd'hui pour des entrepreneurs d'entreprendre que nous, il y a 15 ans. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a sérieusement du progrès et avec une plus grande, disons, un écosystème de support comme M. Baba Aditiam. Donc, nous avons des avocats locaux, nous avons des banques locales, nous avons aujourd'hui des grandes entreprises
de support en local, ça aide, disons, à développer les activités. Un commentaire, Baba Adithiam, justement, sur ce que vous venez d'entendre, sur ces difficultés, mais malgré tout ces progrès, selon Agui Bouli. Oui, effectivement, tout d'abord, donc IBS, ça a été l'un des premiers clients du cabinet à l'époque. Au moment de la création du cabinet. Mais je suis d'accord en fait sur le fait que effectivement aujourd'hui il est beaucoup plus facile d'entreprendre en Guinée. Il y a tout un tas de choses qui ont été faites au niveau du contenu local, au niveau de la formalisation et puis des banques beaucoup plus africaines et qui comprennent les problématiques de nos marchés. Et puis, tout cet écosystème-là qui est en train aujourd'hui de se mettre en place parce que, comme je le disais tout à l'heure, la Guinée reste une formidable terre d'opportunités, que ce soit pour les entrepreneurs ou que ce soit pour les investissements. Agui Bouli, encore une question. Est-ce que vous avez pu embaucher sur place, là où vous êtes en Guinée, depuis quelques années? Comment se construit votre entreprise? Oui, absolument. Nous tenons à cœur de d'abord changer le narratif, de démontrer que de belles choses peuvent être faites par des entreprises locales et par des Guinéens, des Africains. Nous avons aujourd'hui un peu moins d'1 millier d'employés. Nous sommes fiers de dire que la majorité d'entre eux, même au niveau des cadres, sont des personnes de la Guinée et aussi de la sous-région. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Merci à vous, Agui Bouli, fondateur et directeur général du groupe IBS. On va raconter très rapidement l'histoire derrière ce petit entretien. Vous êtes actuellement, on le voit derrière vous, à la maternité. Votre épouse n'est pas très loin. Elle vient d'accoucher de votre 4e enfant, je crois. On la félicite, évidemment, et on vous félicite également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Baba Adithiam, peut-être un commentaire encore, un petit message à Agui Bouli? Non, merci, et puis on se voit très bientôt. Merci, Baba Adithiam. Au revoir. Au revoir. Aurélie. Baba Adithiam, après ce qu'on vient d'entendre, vous proposez quoi concrètement pour attirer et accélérer d'ailleurs cet attrait vers les juristes, les talents de tous bords africains, les Guinéens de la diaspora? Qu'est-ce qu'il faudrait? Bonne entreprise publique comme au Maroc avec l'OCP qui fait venir? Est-ce qu'il y a d'autres choses, des infrastructures, quelque chose qu'il faut faire, un plan? Bon, après, il y a deux choses. Donc, il y a les entreprises qui vendent, disons, des biens tangibles, matériels, un peu comme IBS. Et effectivement, pour ces entreprises-là, les infrastructures, l'attractivité de l'endroit. Et il faut se rendre compte quand même que ces dernières années, le narratif est en train d'évoluer aussi sur le retour au pays. Vous savez, historiquement, le cadre guinéen, quand il venait se former, il rentrait très peu en Guinée. Contrairement, par exemple, aux Ivoiriens ou aux Sénégalais. Moi, quand je prends mon exemple, mes amis sénégalais, ivoiriens, nigériens, dès qu'on a fini les études, ils sont partis. Alors que les Guinéens restaient beaucoup plus. Mais dernièrement, on sent que ce narratif est en train d'évoluer. On se rend de plus en plus compte qu'il y a de fortes opportunités qui se présentent sur le continent. Avec le projet et le programme Simandou, je pense que cela va accélérer les choses. Et même, du coup, dans notre secteur d'activité, aujourd'hui, le droit, il est beaucoup plus facile d'attirer les talents qu'il y a 10 ans, par exemple. Vous voulez avoir des concurrents, alors? Un peu plus de concurrents sur la place de Conakry. La concurrence, vous savez, c'est une excellente chose. Alors, on peut pas nier tout de même les difficultés économiques de la Guinée avec un pays qui est en proie, comme plusieurs voisins de la région d'ailleurs, à une crise de liquidité qui s'installe d'ailleurs dans la durée, qui préoccupe à la fois les ménages, les banques et même les États. Est-ce que c'est inquiétant pour vous, ce phénomène monétaire qui devrait être provisoire? Nous avons été touchés par cela.
Je vais vous donner un exemple récent. On avait une entreprise qui devait prendre les permis de travail pour ses expatriés. Et en Guinée, on paye en dollars, il y a un coût. Et il nous a fallu 3 semaines pour pouvoir sortir cette liquidité et payer. Donc 3 semaines que nous ne pouvions pas. Vous avez l'argent sur votre compte bancaire, mais vous ne pouvez pas le retirer. Donc c'est quand même un problème très important qui vient un peu de la méfiance que les gens ont sur la possibilité de retirer, parce qu'on se dit, moi, si j'ai ces difficultés pour retirer cet argent, est-ce que demain, je mettrai mon argent à la banque? Logiquement, non. Donc, chaque personne, aujourd'hui, garde le cash avec lui. Donc, il y a un problème de circulation de la monnaie et qui révèle, à mon avis, en tout cas, des fragilités structurelles du secteur bancaire guinéen, le taux de bancarisation qui est faible, les paiements électroniques qui ne sont pas développés, c'est-à-dire que même jusqu'à présent, la plupart des marchands, il faut les payer en cash. Ça augmente la problématique. Il y a aussi la prégnance du secteur informel, donc qui est encore moins susceptible d'aller vers ces paiements électroniques. Et il y a un problème vraiment de confiance. Et vous savez, quand la confiance, elle prend du temps à se gagner, mais quand elle se perd, c'est compliqué. Donc il y a un vrai souci structurel là-dessus qui touche la vie au quotidien des Guinéens. Et je pense que le secteur économique et surtout le secteur bancaire et financier a là des réformes à faire pour réduire l'informalité, augmenter la bancarisation et créer un sentiment de confiance entre les citoyens et leurs banques. Est-ce que c'est différent dans les autres pays où vous échangez en francs CFA par rapport à la Guinée? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Je pense que c'est des causes internes aux pays qui ont créé ce souci-là. C'est pas, par exemple, c'était pas un problème général. Un exemple, une des raisons, c'est les avis à tiers détenteurs qu'exerçaient les autorités fiscales sur les comptes bancaires de ceux qui ont l'argent sur leur compte. Amenant du coup les gens en se disant, si je mets l'argent sur le compte bancaire, il y a une facilité des impôts de prélever ces impôts-là, donc je ne vais pas mettre mon argent sur le compte bancaire. Donc les causes sont multiples, mais je crois que c'est des causes qui sont d'abord internes à la Guinée. Revenons plus spécifiquement à votre métier d'avocat en Guinée, au barreau de Guinée. Vous exercez dans ce qu'on appelle le droit de l'OHADA. Ce sont 17 pays en tout, si je ne me trompe pas. Pensez-vous qu'au sein de cette organisation, les délais, l'exécution, les arbitrages sont à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre? L'OHADA est l'une des plus belles inventions, à mon avis, dans le monde juridique africain. Parce que l'investisseur, quand il vient, il a besoin de règles claires, de règles prévisibles, de règles établies. Et l'OHADA a permis ça. Donc, ça a créé un ensemble de règles qui s'appliquent dans ces 17 pays-là, facilitant en fait, du coup, le business dans ces différents pays. Et du coup, par exemple, un avocat comme moi, pour une opération, par exemple, de fusion-acquisition en Guinée, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Il y a des règles, mais il y a quand même des problèmes d'exécution. Si je vous pose la question, c'est bien qu'il y a un sujet sur l'OHADA actuellement. Il y a aussi, je finis juste là, l'autre élément très important de l'OHADA, c'est la CCJA aussi, donc qui permet en fait voilà, de faciliter la résolution des litiges. Je pense que l'OHADA devra aller plus loin, couvrir plus de branches, peut-être se saisir aussi de la problématique de l'exercice du métier d'avocat dans la zone pour simplifier. Je dirais en tout cas aujourd'hui, l'OHADA contribue à la confiance pour les investissements, la confiance pour le développement des entreprises locales et qu'il a peut-être vocation à faire beaucoup plus vu le relatif succès de ce qu'il a fait jusqu'à présent.
Quand on voit l'activité dans la région et quand on voit la particularité, la complexité des grands projets d'infrastructure, est-ce qu'on ne devrait pas créer des chambres commerciales spécialisées, mines, énergie, et puis aussi former les magistrats et sélectionner des magistrats qui sont rompus à cette ingénierie contractuelle pour que ça fonctionne mieux, que ça roule? Je pense que ça commence à se faire. Une des problématiques très importantes des investissements en sus de la sécurité contractuelle, c'est l'indépendance de la justice qui connaît de très nombreux problèmes dans nos juridictions. Mais si on prend par exemple la spécialisation, les chambres de commerce, ou avoir des magistrats spécialisés dans les matières commerciales. Quand on prend le cas spécifique de la Guinée, ça existe. Par exemple, on a notre tribunal de commerce où c'est des magistrats qui sont spécialisés dans le droit commercial, qui exercent dans ces domaines. Il y a les chambres de commerce aussi au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Est-ce que vous diriez qu'il y a une montée en puissance des cabinets ouest-africains ? On sait que historiquement, les cabinets anglophones prennent beaucoup de place. Est-ce que voilà, il y a une génération d'avocats, de juristes qui montent des cabinets et qui arrivent à se positionner sur des grands dossiers? Vous peut-être? Est-ce que voilà, très clairement. Il y a eu un développement exponentiel du métier d'avocat d'affaires et des cabinets d'avocats d'affaires africains ces dernières années. Je pense que c'est l'un des métiers qui s'est le plus développé. Et cela s'est fait dans la dernière décennie. Malgré les problèmes d'indépendance de la justice? Malgré les problèmes d'indépendance, parce que comme je le disais tout à l'heure, le continent reste attractif. Il y a des opportunités, en dépit des différents défis. Les investisseurs continuent à investir sur le continent. Donc, les affaires se développent et logiquement, le droit des affaires aussi se développe. Et donc, ces 10 dernières années, il y a eu un développement exponentiel, notamment avec le retour des expats qui sont rentrés dans le pays. Parce que historiquement, le continent, on a des avocats et on avait des avocats très brillants, mais on a toujours eu un problème de structure et d'organisation. Et avec cette génération-là, ça a permis de dépasser ça. Maintenant, les cabinets ont des fonctionnements qui se calquent sur les standards internationaux, des locaux décents, une comptabilité fiable et qui respecte les règles. Donc, il y a eu une vraie ascension et une montée en puissance et en gamme des cabinets africains ces dernières années. Il y a quelques mois, Babadi Thiam, le barreau de Côte d'Ivoire a déclenché une crise en dénonçant l'installation illégale, je cite, de cabinets étrangers opérant sous l'étiquette de conseil juridique. Et en réaffirmant aussi que l'installation d'avocats ressortissants de l'UMOA est possible, sous autorisation préalable, bien sûr, du Conseil de l'Ordre. Durcissement des règles, sous l'impulsion d'ailleurs de la nouvelle bâtonnière qui est arrivée en 2024, qui a suscité l'ire des avocats étrangers, des avocats au sens large, dont vous faites partie. Vous qui êtes implanté du coup dans plusieurs juridictions, que révèle cet épisode? Tout d'abord, la situation est regrettable et je profite de cette occasion pour exprimer tout mon respect et ma considération à l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire et à la Chambre nationale des conseils juridiques. Je pense que pendant longtemps, l'obstacle au développement des avocats d'affaires, c'était les avocats d'affaires eux-mêmes, parce qu'ils ne voulaient pas se structurer et s'organiser. Il ne faut pas que dans une deuxième phase, que cet obstacle soit les barreaux. La Côte d'Ivoire, formidable terre d'opportunités, a une occasion extraordinaire de développer les compétences locales et internationales et devenir la capitale du droit en Afrique francophone. Elle a des atouts naturellement pour cela avec la CCJA qui s'y trouve. Elle a une économie qui est en pleine croissance. Donc il faut favoriser la mobilité plutôt que l'empêcher. Je pense que le protectionnisme et le conservatisme ne sont pas une solution. Vous savez, je vais prendre l'exemple de la place parisienne.
en France, il y a eu la même problématique qui s'est posée à la fin des années 90. Et sous la libéralisation du marché, sous impulsion de l'Union européenne, le barreau français était très réticent à l'époque. Finalement, ça s'est fait, il y a eu des remous, une période de tension, mais regardez ce que ça donne aujourd'hui. Il y a une élévation générale du niveau, il y a des milliers d'emplois hautement qualifiés qui ont été créés. Donc moi, je pense qu'une concurrence saine et qui respecte les règles est bénéfique pour tout l'écosystème et que nous, avocats africains, il ne faut pas qu'on se batte pour des miettes. Il faut qu'on ait une vision beaucoup plus large et qu'on essaye de mieux se structurer, de mieux se gérer pour aller chercher un gâteau plus important, des marchés plus importants. Donc il faut créer des passerelles, il faut... Il le faut. Après, nécessairement peut-être... de la formation commune, y compris en matière de déontologie, par exemple. Exactement, parce que pour moi, la réponse à cela n'est pas le protectionnisme et le conservationnisme. Nous, on est allé en Côte d'Ivoire suite à une demande du marché, une demande forte du marché. Et je pense que les barreaux devraient plutôt s'atteler à faire de la pédagogie pour les cabinets d'avocats d'affaires pour qu'ils se développent et se structurent davantage, doivent œuvrer à l'amélioration des conditions d'exercice de ces métiers et surtout, ils doivent en fait aider leurs avocats internes à affronter la concurrence, se doter des outils pour affronter la concurrence parce que même eux, ils vont en bénéficier. Je prends l'exemple de la Guinée par exemple. Quand les repatres sont rentrés en Guinée, c'est un peu le même mouvement. Les gens pouvaient avoir peur, les avocats installés localement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le niveau s'est élevé pour tout le monde. La rémunération a été augmentée pour tout le monde. Donc, tout le marché en bénéficie. Alors, peut-être l'OADA peut avoir un rôle encore plus important à jouer pour cela. Mais je pense que la solution, c'est de faire en sorte de créer les moyens d'un marché sain et compétitif. Et peut-être une formation aussi qui soit de qualité dans la région, qui permette d'harmoniser la profession par le haut, comme on disait. Exactement, exactement. Et c'est ce que je le résume, moi, en fait, dans le fait de doter les avocats, chaque barreau, de doter les avocats des moyens d'affronter la concurrence. Parce que la concurrence, elle est partout. Sur un deal sur le continent, le Simandou, il y avait une dizaine de cabinets qui ont peut-être été impliqués sur un deal en Guinée. Donc, on ne tue pas la concurrence en se recroquevillant. La concurrence, elle peut être bénéfique à tout l'écosystème. Vous parlez de formation, il y a d'autres mécanismes de protection, de sensibilisation qui doivent être mis en place, mais il ne faut pas qu'on loupe cette évolution, parce que pour moi, c'est la prochaine évolution du marché des avocats africains. Et si l'Afrique ne peut pas mettre en œuvre son unité et son ouverture sur un marché aussi limité que le droit, comment on peut le faire de façon plus large avec des zones de libre-échange? C'est juste pas possible. Baba Adithiam, nous arrivons au terme de cette émission. Vous êtes devenu donc avocat, mais je crois que vous auriez aimé pratiquer d'autres professions, peut-être footballeur ou basketteur. Vous jonglez à peu près aussi bien avec le ballon qu'avec les différents dossiers. Vous êtes allé au Qatar pour la Coupe du Monde en 2022 ou encore au Madison Square Garden pour voir des matchs de NBA. Votre regard d'avocat sur ce monde du sport qui s'hyper-professionnalise avec là aussi des dossiers très complexes et des contentieux qui se multiplient. Quel est votre regard là-dessus? Effectivement, comme vous le disiez, pendant longtemps, quand j'étais plus jeune,
Je voulais être basketteur professionnel. J'ai beaucoup pratiqué durant mes jeunes années ce métier. Mon rêve, c'était d'être basketteur dans la NBA. Finalement, j'ai fini avocat. Peut-être c'est pas aussi éloigné que ça. Mais dans l'évolution qu'on notait tout à l'heure, par exemple, du marché juridique et dans les prochaines étapes, en fait, de professionnalisation et de développement de ce marché, le droit du sport, à mon avis, est une opportunité qui va se développer de plus en plus avec les athlètes africains, avec les fédérations, avec les clubs africains. Et c'est aussi des domaines que les cabinets d'avocats ont vocation à aller chercher et à exercer, à mon avis, dans les prochaines années. J'invite la jeune génération à se former à ces marchés qui sont aujourd'hui des marchés de niche, mais qui sont des marchés qui vont être très porteurs dans le futur. Quand vous en aurez fini avec Simandou, vous allez peut-être vous mettre... votre prochaine étape ou développer... La ligue de basket africaine. Peut-être, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, les cabinets africains, il est vraiment important qu'on travaille plus sur l'organisation et la structuration. Et Thiam et Associés, c'est vraiment ça le but. Et l'idée, c'est d'associer d'autres avocats plus jeunes aujourd'hui dans le passé, dans le futur. Et c'est pour ça que je donne le conseil, parce que potentiellement, des avocats collaborateurs du dossier du cabinet pourront développer cette pratique dans le futur, être associés et avoir un cabinet africain, des cabinets africains qui prospèrent, pas pendant seulement des décennies, mais qui survivent à leurs fondateurs et qui se développent sur des périodes de siècles. Baba Adithiam, encore une toute petite question. Vous nous avez transmis une photographie, celle de votre père, qui est aujourd'hui décédé. Je crois que c'était un fan de Radio France Internationale et aussi un grand lecteur de Jeune Afrique. Pourquoi vous nous avez transmis cette photo? Qu'est-ce qu'il vous a inculqué à vous? Effectivement, c'est un joli clin d'œil aujourd'hui, parce que c'était... comme vous le disiez, un lecteur assidu de Jeune Afrique et il écoutait RFI tous les jours. Parti malheureusement très tôt, mais heureusement qu'il a pu nous inculquer à mes frères et sœurs des valeurs avant de partir. Notamment, vous savez, quand j'étais jeune, mon papa, chaque été, il avait l'habitude de nous envoyer pour les vacances au village. Histoire de garder contact avec ses racines et de toujours se rappeler d'où on vient. Quand on était aussi dans la capitale durant l'année scolaire, il avait l'habitude de nous amener chez les personnes de notre village qui avaient réussi. Et comme j'étais souvent premier de ma classe, il me montrait ces personnes-là, me disant... si tu continues bien à l'école, si tu travailles bien, tu peux réussir. Donc, ça permettait aussi d'avoir, de développer cet amour de l'école, cet amour du travail. Mais surtout, il rebondissait là-dessus en disant que, tu sais, c'est bien de réussir. La réussite matérielle, ça permet notamment un certain respect dans la société, mais la vraie richesse, c'est les hommes. Et ça, il faut le développer et jamais perdre de vue. Et aussi, il disait que ta réussite ne se calcule pas en ta réussite personnelle, mais plutôt en celle de ses enfants. Donc, il faut toujours trouver le temps et participer activement à l'éducation des enfants quand ça arrivera. Et ces éléments m'ont marqué toute ma vie académique, professionnelle, et c'est des valeurs que je partage et que j'essaye de mettre en œuvre à chaque fois que je peux. Les valeurs des anciens et une naissance tout à l'heure dans le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Merci infiniment, Baba Adithiam.
Merci Bruno, merci Aurélie. D'être passé par nos studios. Merci Aurélie Mbida. Les meilleurs passages de cet entretien sont à lire sur jeuneafrique.com. La vidéo dans son intégralité et en images sur notre chaîne YouTube. Et un grand merci, bien entendu, à toutes nos équipes de réalisation, Yann Bourdelas et Guillaume Munier en premier.